Quasiment 19h sur CNews. Merci d'être avec nous pour Face à Philippe de Villiers. Cher Philippe, bonsoir. Bonsoir Elliot, bonsoir Geoffroy. Bonsoir Geoffroy Lejeune. Comme chaque vendredi soir, c'est la dernière émission de l'année, Philippe. Ah oui, c'est le cadeau de Noël. Et c'est le cadeau de Noël. Noël avant l'heure. Non, le cadeau d'hiver. Le cadeau d'hiver, oui, faites attention. Salut le Conseil d'État, l'ARCOM. Bientôt, il y aura un monsieur, une dame avec un petit enfant sous un rocher. Ça sera... On appellera ça l'hiver. Ben, on parlera de... Parce que pas d'emmerdement. Ah non, non, surtout pas de là. On en parlera d'ailleurs dans cette émission. Vous savez que l'année dernière, à la même période, si cette émission est devenue un rendez-vous, votre apologue, les contes en fin d'émission sont des rendez-vous dans le rendez-vous. Et l'année dernière, lorsque vous avez fait le conte de Noël, la crèche de civilisation, ça avait été en 24 heures, plus de 700 000 personnes avaient vu cette séquence-là. Donc on a hâte d'être à 19h55 pour savoir quel sera l'apologue de ce soir, Philippe de Villiers. Si vous me laissez un peu de temps, on essaiera d'improviser quelque chose. Écoutez, à Matignon, il y a l'homme du compromis. Essayons de trouver un compromis dans cette émission pour vous laisser autant de temps que possible pour cette apologue. Sauf qu'à Matignon, il n'y a pas de miracle. Philippe de Villiers, comme chaque semaine d'ailleurs, vous souhaitez avoir un mot pour Boualem Sansal, rappelons-le, détenu en Algérie, arrêté par le régime le 16 novembre dernier. Sa demande de libération la semaine précédente avait été rejetée. Boualem Sansal, on l'a appris cette semaine, a été transféré dans une unité de soins. C'était le 16 décembre dernier, Philippe de Villiers. Oui, je sais qu'il ne va pas bien, qu'il est effectivement actuellement dans une unité de soins. Sa famille est inquiète, ses amis sont inquiets. Beaucoup de gens se taisent. Et moi, je voudrais avoir une pensée pour lui. Et il va passer Noël sous les barreaux. Alors que son seul crime, c'est d'avoir trop aimé la France et à l'avoir dit trop fort. Et donc, Boualem, nous sommes là, à Noël, pour les fêtes et pour les jours ordinaires. Nous sommes là, nous serons là. Et pensez donc à Boualem Sansal, je le rappelle, arrêté par le régime le 16 novembre dernier. Vous souhaitez absolument également commencer cette émission par Mayotte, Philippe de Villiers, territoire français frappé par ce qui est l'une des plus graves catastrophes humaines de notre histoire récente. Le cyclone Chido a tout détruit sur son passage. Le président de la République a d'ailleurs quitté Mayotte ce vendredi après 48 heures sur place. Et une phrase d'Emmanuel Macron ne passe pas. Il est interpellé par la foule et il dit alors « Si ce n'était pas la France, vous seriez 10 000 fois plus, pardonnez-moi le mot, dans la merde ». Mais ce sont les mots du président de la République. Regardez cette séquence. Si vous opposez les gens, on est foutus. Parce que vous êtes contents d'être en France. Parce que si ce n'était pas la France, pour vous dire, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde. Il n'y a pas un endroit de l'océan Indien où on aide autant les gens. C'est la réalité. Quel est l'autre territoire de cette région comme ailleurs qui livre de l'eau, du fret, des soignants comme on le fait ici? Alors il faut que tout le monde se respecte. Mais bon sang, on tiendra jusqu'au bout si on est une équipe. Et il a tenté de se justifier cet après-midi, ce vendredi après-midi. Écoutez Emmanuel Macron. Donc j'avais des gens du Rassemblement national qui étaient face à moi et qui insultaient la France en même temps, qui disaient qu'on fait rien, etc. Et j'ai dit la vérité. La vérité, je crois, de ce que pensent toutes les Mahoraises, tous les Mahorais, mais l'ensemble des Françaises et Français. C'est la France. Vous avez fait le choix de la France. C'est la France. Donc il ne faut pas se diviser, il ne faut pas insulter la France. Mais je dis, parce que c'est la France, c'est différent de partout dans la région. Moi, parce que c'est la France, je suis parmi vous. Je suis parmi vous comme si c'était la Lozère ou la Corrèze. C'est-à-dire quelques jours après un drame, le président est là. Parce que c'est la France. Parce que c'est la France, il y a ce soutien et cet engagement sans relâche. Et vous pouvez compter sur moi aujourd'hui comme demain. Mais parce que c'est la France, quand on insulte, le président, il se fâche. Geoffroy Lejeune, vous avez une question pour Philippe de Villiers. Alors Philippe, est-ce que ces propos sont bienvenus dans le contexte que l'on connaît? Et je me permets d'ajouter une question, mais sur le fond évidemment, et sur la forme aussi. Est-ce que vous avez été heurté, choqué? Est-ce que vous avez été interloqué par ce que dit le président Emmanuel Macron? Attristé. Parce que il a manqué à la dignité de la fonction. Je voudrais expliquer ça.
quand le roi et la reine d'Espagne sont allés à Séville, à la suite des inondations, ils ont été insultés. Ils sont restés roides. Ils sont restés dignes. Ils n'ont pas répondu. Ils se sont fait cracher dessus. Et ils sont revenus, ils ont été acclamés. Ils n'ont pas parlé. Parce que dans ces moments-là, tout mot est un mot de trop. Et en fait, beaucoup de téléspectateurs ou d'auditeurs peuvent se dire « Oui, mais il a été intrépide, il a été téméraire, il a affronté. » Et c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'il a un culot, une audace, un courage. Il affronte. Mais c'est pas comme ça qu'il faut voir le problème. C'est qu'on a une foule de gens désespérés qui disent de l'eau, de l'eau, de l'eau. La plupart d'entre eux ne savent pas où sont leurs parents, peut-être sous les décombres. Et ils voient arriver le président de la République. D'abord, le président de la République, il n'est pas en bras de chemise, désolé, mais il doit rester dans une tenue qui honore ses interlocuteurs. Et ensuite, cette manière qu'il a, que notait d'ailleurs Georges Fenech hier chez Pascal Praud, en rappelant les Gilets jaunes avec le grand débat, où il explique voilà ce que c'est que la France. Sous-entendu, vous n'y connaissez rien, je vais vous expliquer. Le salon de l'agriculture, on l'avait vu ensemble, on l'avait traité ensemble, c'était incroyable, où il expliquait aux paysans quel était l'avenir du maïs, du blé et du soja. Extraordinaire. Avec une dextérité et une logorée chronique qui est presque maladive. Et du coup, je pense que, alors quand il accuse les gens du Front National de critiquer la France, mais c'est absurde, ce qu'on a vu, c'est que c'est lui qui a dit vous avez de la chance d'être en France, mais cette phrase-là, vous la comprenez? Ça veut dire, est-ce qu'il aurait dit ça à Paris, un beau Parisien, de la Macronie, de l'avenue Foch? Vous avez de la chance d'être en France, vous, les Parisiens. Non, il ne dira jamais ça. Et donc, en fait, il y a un petit mépris, là, post-colonial. Et de même que quand il dit, à un autre moment, sauf erreur de ma part, il dit « c'est pas moi le cyclone ». Mais c'est pas ce qu'on lui demande. Ce qu'on demande au président de la République, c'est de venir soigner la plaie. Et donc, d'être silencieux. Seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse. Il y a des circonstances où le silence s'impose. Pourquoi la foule, elle a crié? Pourquoi la foule, elle l'a hué? Pour deux raisons. La première, c'est celle-là. C'est qu'elle n'a pas supporté cette morgue, cette arrogance de Paris, cette arrogance de l'ENA, cette arrogance de l'énarchie, cette arrogance de l'oligarchie mondialiste qui vient donner des leçons à des gens qui sont sous la tôle. Et puis la deuxième raison, qui est plus importante encore, c'est que ça fait des années, depuis le premier référendum, il y a eu 4 consultations référendaires. Ça fait des années que les Mahorais, donc les citoyens français, les Mahorais, disent à Paris, à ses représentants, comprenez nos problèmes, il y en a au moins 2 qu'il faut résoudre. Le premier, il faut arrêter de construire n'importe comment parce que Mayotte est sensible aux catastrophes naturelles. Lisez le rapport de la Cour des comptes. Il y a eu des rapports de la Cour des comptes, dont le dernier en 2023, qui dit tout ça, qui dit on n'a rien fait. Donc ils ont le sentiment de ne pas être écoutés sur la question des catastrophes naturelles, et il est arrivé ce qui devait arriver. C'était prévisible d'après une députée comme Estelle Youssouffa. Oui, Youssouffa, voilà, qui est remarquable.
Elle a dit, mais on avait dit tout ça à Paris. Et la deuxième chose qui avait été dite à Paris, c'est la question migratoire. Pour que ceux qui nous regardent et qui nous écoutent comprennent bien, la moitié de la population à Mayotte est en situation irrégulière. Il y a une population étrangère, 150 000 sur 300 000. C'est sans doute plus d'ailleurs. Et ça évolue tous les jours, dans le mauvais sens. Ensuite, la plus grande maternité française, 10 000 naissances par an, dans un pays qui fait plus d'enfants, ben c'est Mayotte. C'est-à-dire qu'en fait, on vient accoucher à Mayotte pour avoir tous les droits français. Troisièmement, le taux de fécondité à Mayotte est de 4,68%. Donc c'est l'explosion. Et enfin, le droit du sol à Mayotte est évidemment, comme l'a dit Madame Youssoufa, non pas un facteur d'intégration, mais un aspirateur extrêmement dangereux, un aimant. Voilà. Et donc, en fait, ce qu'attendent les Mahorais, je dis bien les Mahorais, c'est-à-dire les citoyens français de Mayotte, c'est qu'on résolve ces problèmes, comme avait tenté de le faire Gérald Darmanin, qui s'est arrêté en cours de route, l'affaire Wuambushu. Les opérations Wuambushu. Wuambushu, pardon, oui. C'était un début. Donc, premièrement, il faut faire une chose que personne n'a jamais fait, sortir de Schengen pour rétablir la frontière nationale. La frontière nationale, ce n'est pas les Comores, c'est Mayotte. Donc, Mayotte, frontière nationale, on garantit notre frontière nationale, on n'est plus dans Schengen. Parce que si c'est l'Europe qui nous abrite, qui assure notre sécurité, eh ben, ce n'est pas demain la veille qu'on sera en sécurité. Deuxièmement, il faut renvoyer chez eux les clandestins, les Kwassa, là. Qui arrivent des Comores, il faut les renvoyer. Troisièmement, il faut suspendre le droit du sol. Quatrièmement, il faut mettre fin à l'aide internationale au gouvernement comorien. En 2019, j'ai regardé le chiffre, depuis, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé, mais c'était une somme considérable, 190 millions d'euros pour le gouvernement comorien. On finance le gouvernement comorien, nous, la France. Alors que le gouvernement comorien nous envoie les Kwassa et même les fabrique. C'est-à-dire les bateaux de fortune, les embarcations de fortune. Et puis, il faut suspendre le droit du sol. Et je vais vous dire une chose. Ce que disent les gens... Moi, j'ai un ami mahorais. Vous savez ce qu'il m'a dit ce matin? Je l'ai eu au téléphone. Il m'a dit, regardez bien Mayotte, c'est la France dans 15 ans. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas résoudre votre problème d'immigration en France pour l'ensemble du territoire national, il arrivera pour le territoire dans son entier ce qui arrive sur une partie du territoire. Mayotte est une préfiguration française de la catastrophe migratoire à venir. Et la catastrophe naturelle n'a été que le révélateur au sens chimique de l'impéritie de l'impuissance publique. Voilà pourquoi les gens sont en colère à Mayotte. Et voilà pourquoi il faudrait qu'Emmanuel Macron comprenne enfin, lui qui est un adepte de l'immigration invasive, il faudrait qu'il comprenne qu'un peuple qui se laisse envahir finit par disparaître. Philippe de Villiers, l'autre élément essentiel, c'est la défiance des Français envers ceux qui les gouvernent. Et l'un des symboles les plus forts aujourd'hui est peut-être celui d'Emmanuel Macron. Il y a eu des réussites, les Jeux Olympiques, on en a parlé, la restauration de Notre-Dame, là aussi, on en a parlé dans cette émission. Et puis il y a eu des échecs, ou plutôt, certains disent, des promesses non tenues. On pense alors à Mayotte, bien sûr, on pense à Marseille en grand, on pense également à sa phrase et sa promesse concernant les sans-abri. Regardez cette séquence avec 3 déclarations entre 2017 et 2021 d'Emmanuel Macron. La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus. Et donc la sécurité sera au rendez-vous en matière de lutte contre l'immigration clandestine. On va relancer des opérations ici, à Mayotte, pour rénover l'habitat,
grâce au plan de convergence. Et donc les engagements que j'ai pris devant vous, je viendrai en rendre compte. L'urgence, elle est sécuritaire, elle est sociale, elle est sanitaire. Geoffroy Lejeune. Cher Philippe, est-ce que vous pensez que la politique est en train de mourir de la différence, le différentiel entre le verbe et l'action? Ah oui, exactement. Oui, c'est ce que je pensais en regardant ces images. Et pour deux raisons qui sont distinctes l'une de l'autre, mais tout aussi importantes l'une que l'autre. La première, c'est que, en fait, la parole n'est plus connectée au réel. Moi, j'appelle pas ça la parole, j'appelle ça la jactance. C'est une dégénérescence du discours qui s'adresse au peuple. Paul Valéry disait, les mots, dans la société moderne, les mots perdent leur sens quand ils prennent du volume. On est devant ce cas-là. Et il y a quelque chose qui me frappe beaucoup en écoutant cette rétrospective. J'ai un sourire, vous allez comprendre pourquoi. C'est qu'en fait, Emmanuel Macron pense que la parole suffit. Il pense que quand il parle, c'est réglé. C'est le défaut d'un homme de théâtre. Louis Jouvet disait, le théâtre, c'est le verbe. Au théâtre, le verbe est action. Et quand on est un homme de théâtre, on est déformé par ça. On croit qu'il suffit de parler pour que le verbe s'incarne. Et si je souris, c'est parce que, en fait, il y a un chassé-croisé en ce moment. Emmanuel Macron vient du théâtre, c'est d'ailleurs là qu'il a connu une souffleuse qui, depuis la trappe, le regardait avec des yeux énamourés, et elle a emporté le petit, la souffleuse. Le théâtre, donc, lui a réussi de ce point de vue-là, du point de vue des relations amoureuses. Donc il a quitté le théâtre pour faire de la politique, et il y en a un autre qui quitte la politique pour faire du théâtre, c'est monsieur Dupond-Moretti, qui va maintenant raconter sa vie sur les planches au théâtre Marigny. Voilà, oui, c'est sympa que Ben ait pensé à mettre cette affiche qui est magnifique. Voilà, et donc il va raconter sa vie de garde des Sceaux. Extraordinaire, on n'a jamais vu ça. Donc il a commencé par le théâtre, et d'ailleurs c'est au théâtre, c'est Vincent Trémollet-D'Huillier qui a dit ça ce matin, un détail qui m'avait échappé effectivement, c'est en allant à une pièce de théâtre où il y avait Dupond-Moretti qui jouait, l'avocat Dupond-Moretti jouait une pièce, et c'est là que Brigitte et Emmanuel l'ont repéré, ils sont allés le voir dans sa loge, et ils lui ont dit, pour jouer comme ça mon mec, on te prend avec nous. Il a dit d'accord. Et maintenant, il fait commerce de sa vie ministérielle. C'est le garde des Sceaux qui devient garde des Sous. Et donc, on va le retrouver sur les planches. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est une allégorie, en fait. Ça veut dire qu'en fait, ces gens-là passent du théâtre à la politique, et que pour eux, c'est exactement la même chose, le verbe. Le verbe. Il fut un temps dans l'histoire de France, dans l'histoire des hommes, où le verbe était anticipation immédiate. Quand Caton s'adresse au Sénat romain et qu'il s'égosille en disant « Delenda est Carthago », quelques minutes après, quelques secondes après, Carthage est détruite. C'est-à-dire le verbe est action. Mais il y a un exemple qui me venait à l'esprit en regardant ces images, qui est encore plus frappant. C'est Churchill qui s'adresse à la Chambre des communes le 10 mai 1940 et qui dit « Je n'ai rien d'autre à vous offrir que de la sueur, du labeur, du sang et des larmes. » Et là, il y a Neville Chamberlain, son prédécesseur, qui se penche vers son voisin et qui murmure à l'oreille du voisin, tu vois, il a pris les mots et les a mis en ordre de bataille. Et il ajoute, il a mobilisé la langue anglaise et il l'a envoyé au combat.
Donc il n'y a pas de séparation, il n'y a pas d'espace, pour répondre à votre question, Geoffroy, entre le moment où on parle et le moment où on agit. Ça, c'est la première raison de la dévaluation, du discrédit de la parole publique. Mais il y a une deuxième raison qui est encore plus grave. C'est que Emmanuel Macron, quand il parle aux Mahorais, en fait, il sait, ou alors s'il ne sait pas, c'est encore plus grave, qu'il ne fera rien. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus le pouvoir. Et quand le pouvoir n'a plus le pouvoir, comme disait Saint-Aignan, il ne peut plus rien faire pour vous. Le pouvoir, c'est quand on l'a. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Très concrètement, il y a un bout du pouvoir qui est parti chez les juges. Et donc quand Darmanin a voulu faire son opération de destruction des bidonvilles, il s'est heurté à un juge du syndicat de la magistrature, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2023, qui a dit stop. Et la justice a empêché l'opération de destruction des bidonvilles et d'expulsion des immigrés. La justice, c'est devenu le premier pouvoir. Deuxièmement, ce qui a échappé aux juges n'échappera pas aux commissaires européens. N'oubliez pas que le ministre de l'Intérieur, le futur nouveau ex-ministre de l'Intérieur du gouvernement Bayrou à venir, va se heurter, il va devoir appliquer en France le pacte asile-immigration qui obligera la France à accueillir des migrants qui réclament le droit d'asile, avec une amende de 20 000 € par migrant refusé. Donc en réalité, on n'a plus les manettes. Les manettes, elles sont chez les commissaires de Bruxelles. Et enfin, et surtout, et c'est quelque chose que j'ai éprouvé quand j'étais petit secrétaire d'État à la culture, c'est qu'à un moment donné, je dis on va faire une conférence sur l'éducation artistique, et là, il y a mon directeur de cabinet qui dit mais non, l'administration ne suit pas. Et au ministère de l'Éducation nationale, mon collègue René Monory me dit non, ça ne suit pas. Qu'est-ce que ça veut dire ça ne suit pas? Ça veut dire qu'en fait, l'état profond est là. Il y a un gars qui l'a compris, c'est Trump. L'état profond, c'est quoi? L'état profond, c'est une société, en fait, c'est le cercle de la raison incarné par des hauts fonctionnaires qui sont là depuis longtemps. En fait, c'est une entité informelle, c'est un pouvoir pérenne qui survit aux alternances. Et donc là, pendant que Macron parle, les mecs, ils disent « t'as qu'à croire ». Voilà, parce que l'état profond, il est là. Et tant qu'on ne démantèle pas l'état profond, tant qu'on n'a pas un pouvoir fort, au sens fort du mot politique, c'est l'état profond qui commande. La publicité, on revient dans un instant, Philippe de Villiers, Geoffroy Lejeune. On parlera de François Bayrou parce que François Bayrou a privilégié le conseil municipal de Pau plutôt que de se rendre à Mayotte. Et vous qui avez connu ces crises, ces catastrophes, on pense à Xynthia, on pense à l'Erika, ça peut être intéressant de savoir ce que vous voyez dans cette La leçon de Philippe, c'est la leçon, voilà. aller maintenant. Ah bah attendez, ne dites pas ce qu'il va dire. Attendez, vous savez je suis pas sûr, peut-être qu'il a changé. Il est attaché à son Béarn et moi je suis attaché à oui, donc peut-être qu'il ne serait... préjugez pas oui. de ma décision de prendre le Falcon ou pas. Eh bien écoutez Philippe de Villiers, je vous laisse quelques minutes, peut-être 3 minutes pour réfléchir. 3 minutes. Réponse. La pub, on revient dans un instant. Nous sommes de retour pour Face à Philippe de Villiers. Philippe, vous avez donc eu la publicité pour réfléchir, évidemment, 3 minutes pour réfléchir à cette grande question. Parce qu'on va parler de François Bayrou. Philippe de Villiers, à peine nommé, François Bayrou s'est retrouvé au cœur d'une tempête politique. Cette semaine, le Premier ministre a décidé de se rendre au conseil municipal de Pau, ville dont il est encore maire. Et beaucoup lui ont reproché ce déplacement alors que Mayotte était ravagée. Je vous propose d'écouter la déclaration de François Bayrou. C'était au conseil municipal, justement. Pourquoi je n'ai pas voulu annuler le conseil de ce soir? Pas parce qu'il y avait urgence budgétaire, mais parce que si je l'avais fait, nos concitoyens auraient dit, ben voilà, c'est évident. Et d'abord, vous auriez dit vous, mais c'est évident. Maintenant qu'il est là-haut, on compte plus pour lui. Alors je vous rassure, j'ai participé à une réunion sur Mayotte
depuis les bureaux de la préfecture. Et je vous rassure aussi, le ministre de l'Intérieur était à Mayotte. Il a passé quelques heures dans la journée à Mayotte et il rentre et nous faisons ensemble les décisions, nous prenons ensemble les décisions. D'autre part, j'avais à essayer de former le gouvernement, comme quelques-uns d'entre vous l'ont rappelé. Et c'est pas si facile qu'on pourrait le croire. Mais je vais essayer d'y arriver. Geoffroy Lejeune. C'est intéressant, Philippe, parce que vous avez connu exactement la même situation. Vous avez connu en Vendée Xynthia, l'Erika, ces drames absolus qui ont frappé tout un territoire et puis qui ont heurté l'opinion publique. Et vous avez eu un comportement à l'époque qui n'était pas le même que François Bayrou. Est-ce que vous pensez qu'il a eu raison de faire ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a dit qu'il irait à Mayotte plus tard, mais est-ce que son comportement dans la séquence a été le bon? Est-ce qu'il a fait les bons choix? Non, je pense que c'était une erreur et même une faute. Et je vais vous dire pourquoi. Donc moi, j'ai eu, soyons concrets, le 25 décembre 1999, une tempête énorme dans la nuit, juste avant la messe de minuit. Je reçois un coup de téléphone du préfet, Paul Masseron, qui était un préfet absolument remarquable, et qui me dit le bateau s'est ouvert, le bateau c'est l'Erika, c'est un pétrolier, il vient de lâcher 30 000 tonnes de fioul, et le fioul arrive sur les plages de Vendée, notamment, plage bretonne et plage vendéenne. Et on n'a rien, on n'a même pas de pelle, on n'a pas de gants, on n'a rien, et les oiseaux sont déjà mazoutés, etc. Qu'est-ce que je fais? Je prends ma voiture, à l'époque avec Bruno Retailleau, mon bras droit, et on avait les mêmes réflexes. Pour nous, il n'y avait qu'une seule question, c'est arriver dans l'heure. Xynthia, même chose. Le préfet, c'était Jean-Jacques Brault, qui connaît bien Mayotte et la Nouvelle-Calédonie, qui est un préfet absolument remarquable. Bon. Il m'appelle dans la nuit. Et dans la nuit, je fonce. Et j'arrive à la Faute-sur-Mer. Bon. Et la première chose que je fais, c'est je vais voir les pompiers, les secouristes, etc., etc. On ne parle pas dans ce cas-là. Faut penser à Clémenceau. Clémenceau, quand il fait son grand discours, politique intérieure, je fais la guerre, politique extérieure, je fais la guerre, je fais encore et toujours la guerre. Qu'est-ce qu'il fait le lendemain? Il est dans la tranchée des baïonnettes avec les petits gars, avec les poilus, et il règle les problèmes de soupe et de courrier. Il ne parle pas, il est là, il est présent. Pourquoi? Parce que dans ces cas-là, dans ces circonstances-là, la présence immédiate du chef, qui devient chef de guerre, chef opérationnel, cette présence, elle revêt trois aspects qui sont entremêlés. Il y a la question du temps, d'abord. Il faut agir à temps. En l'occurrence, plus tôt on va ôter le goudron sur les plages, moins on aura d'oiseaux mazoutés et moins on aura de destruction. Le temps, c'est une course contre la montre, une catastrophe naturelle. Et donc, si le chef de guerre n'est pas là, si le chef de la tribune n'est pas là, c'est le désordre. Deuxièmement, il y a la question de la compassion. Le chef, il partage la détresse. Il pleure avec ceux qui pleurent. Il n'est pas à régler des comptes, comme on l'a vu tout à l'heure sur les images. Il faut... Si on ne sait pas pleurer avec ceux qui pleurent, il ne faut pas accomplir cette mission. On est fait pour autre chose. Peut-être pour le privé, mais pas pour ça. Il faut être un écorché vif pour être un vrai homme d'État. Et puis le troisième aspect, c'est la réponse. Moi, je me souviens très bien que j'avais au téléphone notre avocat, maître Alexandre Varro, avocat remarquable, qui m'a dit, écoutez, il n'y a qu'une solution. Parce que nous, le Conseil général, on va payer les pelles, on va payer les combinaisons,
on paye tous les hélicos, etc. Mais qui rembourse? Total, non, à Total aux abonnés absents. C'était le principe, en fait, non pas pollueur-payeur, mais pollueur. Et donc, on est allé jusqu'à la Cour de cassation et on a gagné. On a fait le département de la Vendée avec des associations, d'ailleurs, liées à l'environnement. On a gagné, on a fait reconnaître le préjudice écologique. Le préjudice écologique. Voilà. Et donc, simplement, je donne cet exemple parce que je pense que la place de François Bayrou, elle n'était pas à Pau, avec son Falcon, à parler à son conseil municipal. Il n'est pas dans le bon tempo. Et il a envoyé son ministre de l'Intérieur qui, lui, a cette culture, a ce réflexe que doivent avoir aujourd'hui ceux qui nous gouvernent et ceux qui nous dirigent. Celui qui dirige, celui qui gouverne, celui qui est aux commandes, il n'a pas de vie. Sa vie est une soustraction. C'est le reste de la vie. Quand on a l'honneur d'être en France dans la vie publique, on sert la France, on la sert jour et nuit. Revenons justement, Philippe de Villiers. On n'a pas des mandats. J'entends. Vous voyez, on n'a pas un mandat local, on ne veut pas plaire à des... Ouais, on ne veut pas plaire, non. Préjudice écologique, donc. C'est vous qui avez lancé ça. Oui. Donner des idées à Sandrine Rousseau, peut-être. Oui, vous souriez parce que vous dites à Philippe de Villiers comment il peut être un écologiste. Ah non, pas du tout. C'est un livre sur les abeilles. Ah mais je sais, mais attendez, non, je suis très sérieux. Et quand je vois les écolos... Je dis simplement que vous êtes peut-être une référence. Avec le pacte vert, ils sont en train de tuer l'écologie, ils sont en train de tuer l'environnement, ils sont en train de tuer l'économie, l'écologie punitive. Ben, j'allais vous dire, peut-être que vous êtes une référence pour Sandrine Rousseau. Dominique Voynet, à l'époque, vous me faites penser à quelque chose d'incroyable. Allez-y. Dominique Voynet, ministre de l'écologie à l'époque, elle était en vacances sur les îles et on l'interviewe et elle dit « ce n'est pas une catastrophe écologique ». Ministre de l'Environnement. Après, elle a rappliqué, mais bon, les écolos, ils sont dans le confort de l'écologie carcérale. Ça fait longtemps, bien longtemps qu'on n'a plus sorti une archive et vous me faites penser à cette séquence, on essayera de la retrouver. Ah oui. À la rentrée début janvier, on pourra peut-être réécouter cette séquence-là. Oui, parce que moi j'étais avec elle, oui, il y avait un parterre d'oiseaux mazoutés. Elle dit c'est pas une catastrophe écologique. Et elle regarde et je lui dis ça vous fait rien ça? Donc l'écolo, c'est... Voilà. Il y avait celui qui était proche des oiseaux et puis celle qui disait oui, bah, tout ça c'est pas grave, ce sont des mouettes. Je vous prends 10 secondes, Elliot, mais vous qui êtes un rural, un campagnard en fait, parce que vous vivez vraiment... Vous pensez rural profond, c'est ça? Ah bah, c'est vraiment ce que... Oui, mais je le pense, Philippe, je suis allé chez vous et je sais exactement où vous habitez. Vous les prenez pas au sérieux, les écolos, sur la question de la nature? Vous les prenez pas au sérieux, les écolos, sur la question de la nature? Non, parce que les écolos, d'ailleurs c'est un sujet qu'il faudra qu'on aborde, c'est eux qui ont imaginé le pacte vert. Et le pacte vert, il est en train de tuer l'industrie automobile française, européenne, allemande. Et il est en train de tuer la réindustrialisation de la France. C'est ça le pacte vert. Et il est en train de tuer notre agriculture. Parce que le pacte vert, au nom du pacte vert, on diminue les surfaces agricoles. Le pacte vert, il consiste à déléguer notre alimentation au marché mondial. Le pacte vert, il se fait contre l'industrie, contre l'agriculture, contre les nouvelles technologies, en fait, bref, contre toute forme de prospérité et de développement. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Je me souviens du MIT, quand j'étais à Sciences Po, ils parlaient déjà à Sciences Po, les profs, de décroissance, la décroissance. Mais quand il y a la décroissance, il n'y a plus de croissance et on s'appauvrit tous. Eh bien, ce sera l'occasion de parler de ce sujet-là pour notre première émission en janvier. Chiche? Ah ben, tout à fait, oui. Revenons sur la première semaine, Philippe de Villiers, de François Bayrou à Matignon, entre polémique et consultation. Sur le perron de Matignon, il voulait se présenter comme l'homme de la réconciliation. Un sondage n'est pas en sa faveur, puisque 36% seulement des Français se disent satisfaits du nouveau Premier ministre. C'est 34%, pardon. 65% ne sont pas satisfaits. C'est un chiffre inférieur aux 3 précédents pensionnaires à Matignon. Comment jugez-vous la première semaine de François Bayrou? Et l'autre question évidemment sous-jacente, c'est François Bayrou peut-il
tenir, Philippe de Villiers? Ce soir, c'est la dernière soirée, c'est la soirée des questions pièges. Alors, vous me posez la question de savoir si il peut tenir, et avant, c'était quoi? Est-ce qu'il a réussi sa première semaine? Vous pouvez mettre un joker, hein? Non, mais je cherche. Quand je l'ai vu aux questions d'actualité, j'ai pensé à Biden. Oui. Et je ne suis pas le seul. On a des références. Vous savez, un jour, je vais vous faire une confidence, un jour, au moment du départ du Vendée Globe, l'avant-veille, on discute avec les responsables et on dit non, un tel, il ne faut pas qu'il parte parce que il n'est pas... Non, c'était un vieux skipper, il avait fait des régates, etc. Mais bon, il n'avait pas les références. Puis on l'a laissé partir. Le bateau n'était pas en bon état, etc. Et à la sortie du chenal des Sables, à la sortie, j'ai jamais vu ça, avant de commencer le tournement, à la sortie, il casse sa quille, il casse son mât. Et là, en fait, pour répondre à votre question, la première semaine de Bayrou, il a cassé son mât à l'Assemblée et il a perdu sa quille en falcon à peau. C'est-à-dire qu'il a multiplié les gaffes et un bateau qui n'a plus de mât et qui n'a plus de quille, il rentre au port. Bon, alors là, ça part mal, si vous voyez. Alors ça part mal, pourquoi? Parce qu'il a deux problèmes, François Bayrou. Je dis ça avec une ironie chaleureuse, hein, parce que j'ai dit du bien de lui la dernière fois, donc, mais il faut être réaliste, sinon les gens, ils nous quitteraient, ils restent sur les chaînes concurrentes, si on disait que des choses banales et qu'on ne pense pas. Ah oui, vous savez, aujourd'hui, il y a deux mots-clés, c'est marrant, c'est élément de langage et bouger. Alors, oui, les hommes politiques parlent des éléments de langage. Donc, en fait, éléments de langage, ça veut dire que ça va apprendre à mentir aux gens. Donc, les éléments de langage, c'est l'état profond qui vous donne les éléments de langage. Ouais. Voilà. Vous allez dire ceci, vous allez dire cela, monsieur le ministre. Avec une liste de mots-clés. Alors, le bouger, là... Bayrou, il parle du bouger. C'est un nouveau mot, c'est un présent de narration, bouger, le bouger. Les socialistes parlent du bouger, les républicains, Wauquiez parlent du bouger. On va avoir lequel bouger? Ça me rappelle un maire breton qui disait quand la base remue, c'est qu'il y a un besoin, il y a le bouger. Bon, alors, est-ce qu'il peut tenir? Première question. Il y a la hiérarchie. Il est avec un président. Et vous vous souvenez, j'ai parlé du roulé-boulet, du joueur de foot italien la dernière fois. Et donc le président, c'est l'autonomination. C'est un nouvel article 8 de la Constitution. Dans l'article 8, c'est le président qui nomme le Premier ministre. Là, c'est le Premier ministre qui s'autonome en poussant une colère devant le président. Donc c'est un article 8 bis. Quand on connaît les deux caractères, les deux tempéraments, ça va friter dans les garde-boules, ça va frotter. Bon, voilà. Et je ne sais pas ce qui va se passer. Vous savez, vous connaissez le prince de Machiavel. Dans le prince de Machiavel, Machiavel dit l'homme d'État est à la fois homme et bête. Quand il est l'homme, il utilise les lois. Quand il est bête, il utilise la force. Et quand il est dans la force, quand il est bête, il faut qu'il soit renard et lion. Le lion a peur de se prendre dans les filets. C'est Machiavel qui parle. Et le renard a peur des loups. S'ils s'entendent, on éloigne les filets, on éloigne le danger des filets, le danger des loups. Mais s'ils ne s'entendent pas, ça donne ce que ça donne en ce moment, c'est-à-dire on a Bayrou qui se prend dans les filets, belle semaine, et Macron qui ne voit pas, qui ne devine pas autour de lui tous les loups qui rôdent. Et alors, il voit Attal qui arrive, tiré sur la bobinette Charra, l'air grand, etc. Mais il ne voit pas que c'est fini pour lui. C'est-à-dire que tous les loups sont autour et hurlent. Voilà.
en fait, il y a un deuxième problème qui est plus grave que le premier. Ça, c'est la diarchie. Comment la cohabitation, là, c'est pas une cohabitation, là, c'est un couple qui fait chambre à part. Hein. On va entendre les cris. Ensuite, il y a le problème de la tripartition. Puisque François Bayrou est un centriste. Un centriste, c'est quelqu'un qui veut mettre ensemble, dans la bassine à écrevisses, la gauche, la droite, le centre. Alors ça n'a jamais marché, sauf sous la 4e République avec la proportionnelle. Et là, on voit ce qui se passe. C'est que, alors, il y a la gauche qui dit « nous, on veut de l'immigration », la droite qui dit « on ne veut pas d'immigration », la gauche qui dit « nous, on veut de l'impôt », la droite qui dit « on ne veut pas d'impôt », la gauche qui dit « il faut de la dépense », la droite qui dit « il ne faut pas de dépense ». Alors, ils ont tellement l'odeur des Marocains, ils veulent tellement y aller, tous, qu'ils vont y aller. Bon, ils vont y aller parce qu'être ministre, après on dit, comme disait Bongo un jour, il me dit « Monsieur de Villiers, j'ai fait de vous un ancien ministre ». Bon, mais où est la France dans tout ça? Où sont les urgences nationales? Je vous rappelle que le pronostic vital, j'arrête pas de le dire, est engagé, c'est-à-dire qu'il y a un changement de peuplement progressif du territoire français. Mayotte en est une terrible illustration. Donc c'est la question de la démographie, la question de l'immigration invasive. Il y a la question de la transmission qui ne se fait plus, notamment à l'école, avec le droit à la continuité historique qui n'est plus respecté. C'est-à-dire qu'on ne sait plus que la France est en France. C'est peut-être pour ça que cette émission a du succès, d'ailleurs, en contrepoint. Et enfin, et j'allais dire d'abord, pendant qu'on se parle, là, il y a des millions et des millions qui s'ajoutent à la dette. C'est-à-dire que si on ne revient pas à des prélèvements obligatoires de 40%, on n'aura plus d'entrepreneurs en France. Et pendant ce temps-là, on a donc Bayrou qui cherche à former un gouvernement. Alors, il pense le matin qu'il a attrapé des socialos, et puis l'après-midi, hop, il y a Retailleau qui arrive et qui dit « Ah non, mais s'il y a un tel, on n'y va pas ». Donc c'est un dîner de tête. Vous savez ce que c'est qu'un dîner de tête? J'y vais si un tel y va. J'y vais pas si un tel n'y va pas. Voilà. Et quand j'étais jeune, en 6e, on a appris une règle de grammaire. C'était le principe de non-contradiction, enseigné aussi par la scolastique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire le cheval d'Henri IV, le cheval blanc d'Henri IV est noir. Vous dites le cheval blanc d'Henri IV est blanc. Et là, en fait, ce que fait Bayrou, cette règle s'applique à lui parce qu'il a fait un livre magnifique sur Henri IV. Donc j'adapte ma référence. Le cheval blanc d'Henri IV est rouge, le cheval blanc d'Henri IV est noir, le cheval blanc d'Henri IV est gris. Bon, à la fin, le principe de non-contradiction est défait. Dans votre analyse, vous avez dit « le pronostic vital est engagé ». C'est une formule que vous employez dans votre livre « Mémoricide ». Ça va? Vous dérange pas, Philippe de Villiers? Vous explosez les scores. Regardez, j'ai vu ça passer. Plus de 139 000 exemplaires déjà vendus pour Mémoricide. Grande réussite. Alors, il faut être humble et remercier les lecteurs, hein. Ma circonscription électorale. Une circonscription plutôt grande, déjà avec 139 000 exemplaires vendus. Mais quand vous avez dit pronostic vital engagé, j'ai tout de suite pensé à ça, puisque c'est effectivement le cœur de votre ouvrage. Il faut dire une chose, ça vous est jamais arrivé. Enfin, ça vous est arrivé une fois de vendre plus que 139 000, mais le livre est encore en vente. Vous avez vendu une fois, je crois, 250 000 exemplaires avec Le moment est venu de dire ce que j'ai vu. Et là, vous allez probablement battre ce record, alors que objectivement, personne s'y attendait, et je crois même pas vous, Philippe. Ben non, il faut accueillir... Talleyrand disait il faut accueillir les succès éditoriaux et les décorations avec un léger mouvement de recul, mais elles ne se refusent jamais. Dans l'actualité judiciaire à présent, Philippe de Villiers, une décision de justice inédite. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en cassation justement de Nicolas Sarkozy dans l'affaire dite des écoutes. Il a donc été condamné à 1 an de prison ferme sous bracelet électronique, condamné également à 3 ans
d'inéligibilité. Je vous propose d'écouter son avocat, c'était ce mercredi soir, Patrice Spinozzi. Le pourvoi de Nicolas Sarkozy vient d'être rejeté par une décision de la Cour de cassation dont nous estimons qu'elle est manifestement contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est la première fois en France qu'une personne est condamnée sur le fondement des seules déclarations qu'il a eues avec son avocat et qui ont été interceptées. Donc c'est évidemment une défaite pour Nicolas Sarkozy, mais c'est aussi une défaite pour les libertés fondamentales, pour les droits de la défense, pour le droit au secret professionnel, qui est absolument fondamental. Philippe de Villiers, quel regard portez-vous sur cette affaire ? C'est grave, c'est même très grave, parce que c'est la pénalisation de la vie politique, comme disait M. Jean-Éric Schuttel, l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel dans le Figaro ce matin. Alors pourquoi c'est grave ? Parce que la justice, depuis les Grecs, elle est figurée par 3 attributs symboliques. D'abord le bandeau, qui signifie la justice est aveugle, elle est impartiale. Ensuite, la balance, la justice, elle est équitable. Et enfin, le glaive, la justice, elle est proportionnée. Or là, on est devant un arrêt de la Cour de cassation qui est partial, inéquitable, disproportionné et j'irai plus loin, infamant. On ne met pas un bracelet électronique à un ancien président de la République parce qu'il reste quelque chose du roi dans le président. Kantorowicz disait le président habite le corps du roi. Il a son corps à lui, il a le corps de la fonction. Et il reste de la fonction quelque chose. Nicolas Sarkozy, il est ancien président de la République. Et donc, à ce titre-là, il reste dans la vie publique. Ce n'est pas un job, on n'est pas aux États-Unis. On ne fait pas autre chose, il ne fait pas autre chose, il intervient. C'est son droit le plus strict. Et c'est quelque chose qu'il faut respecter. En fait, il est victime, Nicolas Sarkozy, c'est incroyable ce qui se passe, d'une prise de pouvoir, la République des juges. Nous y sommes. Mitterrand l'avait dit, les juges ont eu la peau de l'Ancien Régime, ils auront la peau du nouveau. On a toutes les cours suprêmes qui se liguent, en fait, pour obéir au syndicat de la magistrature, en gros. Ce que dit très bien Schuttel, en fait, c'est l'inversion de la maxime de la fable de La Fontaine. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous feront blanc ou noir. Sauf qu'aujourd'hui, il vaut mieux être misérable que puissant. Si vous êtes puissant et que vous êtes dans la vie publique, alors vous risquez de devenir la cible des juges qui font une chasse à l'homme. Regardez ce qui se passe en Roumanie, un candidat qui est disqualifié parce qu'il est contre l'Union européenne de Mme von der Leyen. Aux États-Unis, ils ont essayé d'empêcher Trump de se présenter. Et en France, ils ont ils ont fait perdre Fillon, la première élection présidentielle de Macron. Et là, ils essayent d'empêcher Marine Le Pen d'être candidate. Et ils jettent l'infamie sur un ancien président de la République qui est reconnu par les Français comme quelqu'un qui a servi son pays et qui continue à l'aimer. Voilà. Et donc, avec François Fillon, avec Marine Le Pen, avec Nicolas Sarkozy, nous avons 3 exemples, et il y en aura d'autres, d'une justice qui n'est plus équitable, qui n'est plus impartiale, qui n'est plus proportionnée. La justice a pris le pouvoir, ce sont des justiciers, c'est le syndicat de la magistrature qui a gagné. En fait, le mur des cons a gagné. On change de sujet complètement, Philippe de Villiers. Et je le disais, c'est notre dernier face à Philippe de Villiers de l'année, avant de se retrouver bien évidemment en janvier. Et vous souhaitez pour votre apologue revenir sur une nuit de Noël fondatrice. Alors, là, ce que vous entendez, c'est les chœurs d'enfants
de Puy du Fou Academy, qui fredonne douce nuit. En fait, dans cette nuit de Noël de l'an 496, le baptistère de Reims ouvre ses 2 battants et le jeune roi des Francs, Clovis, est immergé dans la cuve baptismale et il adresse son adjuration à l'officiant. Puis-je implorer l'honneur de recevoir la grâce du baptême de la Sainte Église? Et l'officiant, Monseigneur Rémy, répond: jette tes colliers, fier Sicambe, brûle ce que tu as adoré, adore ce que tu as brûlé. Alors, une colombe tourne autour du ciborium et vient se poser sur la main de l'évêque. Elle serre dans son bec la sainte ampoule. C'est le moment de l'onction. La reine Clotilde pleure de joie. La foule exulte. Et c'est une immense clameur qui s'élève sous les voûtes. Chacun comprend ce qui est en train d'advenir, à savoir que ce jeune roi des Francs devient le fils aîné de l'Église. À partir de cet instant, devant le baptistère et la crèche à Nantes, se forme et se déploie un immense cortège de l'hommage et des présents de la prosopopée française immémoriale. On voit passer sous le porche, sous l'ange de Reims qui lui sourit, le premier évêque de Paris. Il porte sa tête dans les mains. Il vient offrir à la crèche et au baptistère son martyr fondateur. C'est un signe. La France sera donc un acte sacrificiel. Et puis juste derrière lui arrive l'apôtre des Gaules, Martin. Il arrive de Tours. Il offre son manteau, sa chlamyde de miséricorde. Ce que vous aurez fait au plus petit d'entre nous, c'est à moi que vous l'aurez fait. La France sera donc un acte de miséricorde. Et puis, juste après lui arrive une pastourelle avec ses moutons. Elle arrive de Nanterre. Elle offre ses moutons qui rejoignent les bergers de la crèche. C'est Geneviève. Elle a les mains en croix, comme pour arrêter Attila. C'est la patronne de Paris. Et derrière elle, une autre femme, une reine, Mathilde. Elle arrive de Bayeux. Elle déplie une immense tapisserie. C'est son chef-d'œuvre. Elle l'a brodé au point d'aiguille. Ce chef-d'œuvre est déposé, offert à la crèche et au baptistère. La France sera donc un acte esthétique. Alors retentit le corps aux abois de Roland. Il arrive de Roncevaux. Il dépose et il offre son olifant et sa chanson de geste. Tu tourneras ma tête vers France la douce. France la douce. La France sera donc un acte littéraire. Et puis, derrière lui arrive le roi Arthur. Il dépose le Saint Graal où coule le précieux sang recueilli par Joseph d'Arimathie. Et puis, derrière Arthur, arrive pieds nus, dans la simplicité d'un pénitent. Un roi, il porte sur son coussin écarlate la couronne d'épines. Il offre la couronne et plus que ça, il troque sa couronne de puissance contre une couronne de souffrance. Et puis, derrière lui arrive Jeanne la Lorraine, avec son étendard. Elle offre son anneau et son immolation.
La France sera donc un acte d'oblation. Et puis derrière elle arrive Bayard, le chevalier sans proche, sans peur et sans reproche. Bayard, il offre son épée, l'épée avec laquelle il a adoubé le roi François Ier. La France sera donc un acte de bravoure. Et puis arrive un monarque, suivi de son jardinier. Le monarque, c'est le roi Soleil, et le jardinier, c'est le nôtre. Le nôtre a sous le bras des rouleaux parcheminés, ce sont les plans du jardin de paradis de Versailles. Et puis, un peu plus tard, arrive un héros du théâtre populaire. Il dépose d'un geste théâtral une plume blanche de Gascogne et on entend murmurer d'un côté « c'est un panache » et de l'autre « c'est Cyrano ». Et derrière lui arrive un poète, il est accablé par le chagrin. Il vient de perdre sa fille. Il offre son chagrin en tombant à genoux. Je viens à vous, Seigneur, Père auquel il faut croire. Je vous porte apaiser les morceaux de ce cœur tout plein d'autres gloires que vous avez brisés. Et puis derrière lui, arrive une petite fille chétive, pauvre, couverte de brindilles. Et elle vient offrir avec ses yeux d'extase, juste à côté de la statue de l'Immaculée Conception, une petite fiole avec l'eau miraculeuse du Gave. C'est Bernadette Soubirous. Et derrière elle, un aviateur, accompagné d'un renard apprivoisé. Il s'adresse à voix basse à l'ange au sourire éternel. De grâce, faites pleuvoir sur le monde quelque chose qui ressemble à un chant grégorien. Et puis derrière lui arrive une petite femme en fin de vie. Elle n'en peut plus, elle titube, on ne la reconnaît même plus. Elle chante. Elle va vers la Sainte Vierge parce qu'elle l'appelle Notre-Dame du Grand Secours. Elle a une dilection pour Sainte Thérèse. Elle chante « Mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux ». Edith Piaf. Voilà, cette nuit de Noël. Cette nuit de Noël de Reims. Ô nuit de Noël de Reims. Ô nuit du baptistère inaugural où l'Église a oint son fils aîné. Cette nuit-là a vu défiler 2000 ans d'agenouillement et d'étourdissement. Cette nuit-là, elle a fondé l'imaginaire d'un peuple. Cette nuit-là, elle a fait plus encore. Elle a sanctifié une nation choisie. Elle l'a rendue universelle. La France de Noël, qui parle à tous les hommes. Un grand merci Philippe de Villiers pour ce nouveau conte de Noël. On se retrouve l'année prochaine, en 2025. On vous souhaite un joyeux Noël. On souhaite un joyeux Noël évidemment à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Et c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Merci également. Ça fait 1 an qu'on se dit, il ne pourra pas refaire 2 fois la même chose. En fait, c'est exact. Merci à tous les deux. La suite est évidemment sur CNews. C'est l'heure des pros. À tout de suite.